Oulakout, bonjour, hello. Je suis vraiment très honorée d'être ici ce matin. Donc, mon nom, c'est Mona Bello, comme ça a été mentionné. Et je préfère me faire appeler Mona Ipa Bello, qui est mon nom inuit. Je vous expliquerai un petit peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire pour moi, Ipa. Donc, concilier identité culturelle et identité sexuelle, c'est le titre de ma présentation aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous. Donc, mon nom, c'est Mona Bello, comme je l'ai mentionné déjà 2 fois peut-être, et je suis Inuk Dikhaluit Nunavut, le petit point que vous voyez là. Je suis maman de 2 magnifiques garçons que vous voyez ici, Damien à droite et Tristan à gauche. Et j'ai organisé plusieurs fois le colloque du Sierra. Je suis contente de ne pas l'organiser, de voir d'autres gens courir comme des petites souris. Mais c'est ça, je suis contente d'être ici. Donc, c'est vraiment un très grand honneur pour moi de représenter mes frères et sœurs autochtones LGBT de partout dans le monde. Et c'est pour moi une expérience très touchante d'avoir été invitée aujourd'hui. Et je ne prends pas ça à la légère. Je vous remercie beaucoup, le comité, d'avoir pensé à moi. Donc, je ne ferai pas une présentation scientifique aujourd'hui. Quand le comité organisateur... est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. Quand le comité organisateur m'a approché pour faire la conférence d'ouverture de ce colloque, j'ai tout de suite eu le réflexe de dire non. Je me disais, bon, j'ai pas étudié l'homosexualité chez les Autochtones, chez les Inuits. Je fais juste vivre ma vie au quotidien. Je me disais, qu'est-ce que je peux apporter à la discussion sur les genres et sexualités chez les Autochtones? J'ai l'impression que j'ai rien à dire, j'ai seulement mon vécu. Après beaucoup de discussions et un Laurent très convaincant, j'ai finalement accepté de partager ma petite histoire de vie avec vous. Donc, parce que qu'est-ce qui est de mieux que de parler de bisexualité chez les Inuits qu'une bisexuelle Inuk? Donc, merci beaucoup pour la tribune que vous m'offrez ce matin. Donc, le mot fierté prend vraiment tout son sens lorsqu'on parle du fait d'être autochtone LGBT. Les Autochtones LGBT font parfois face à une double discrimination, c'est-à-dire qu'ils peuvent être discriminés autant pour le fait d'être autochtones et aussi pour le fait d'être LGBT, et des fois même dans notre propre communauté LGBT, on peut vivre du racisme aussi. Il est encore malheureusement difficile d'être autochtone de nos jours, étant donné que le manque de connaissance de nos cultures et de notre histoire, de notre réalité, de notre vécu. Les gens en général connaissent rien ou très peu de la réalité des peuples autochtones, en général. Et certaines personnes ont encore des préjugés négatifs envers nous. Je ne vous nommerai pas les préjugés négatifs, mais on ressent encore beaucoup d'incompréhension dans la vie de tous les jours en tant que personne autochtone. Parce que nous vivons encore du racisme et de la discrimination pour le fait d'être autochtone, nous devons nous construire une identité forte, autochtone ou inuit, afin d'être vraiment bien dans notre peau et de poursuivre notre chemin de façon positive. Nous savons tous qu'il est parfois difficile d'être gay, lesbienne, bisexuel, et lorsqu'on combine les deux, ça peut être vraiment très lourd à porter pour certains. Comme vous voyez, c'est un peu mon intersectionnalité. Au départ, c'est sûr que je suis une femme. Après ça, je suis autochtone. Après ça, je suis bisexuelle. J'aurais même pu mettre lesbienne et après ça, bisexuelle, parce que c'est ça. Certaines personnes voient vraiment d'un mauvais œil là, la bisexualité dans le milieu gay. Donc, l'identité, bon, l'identité culturelle, à celle-ci s'ajoute l'homophobie, la biphobie qu'on peut vivre même à l'intérieur de la communauté LGBTQ+, la transphobie que peuvent vivre certains autochtones LGBT aussi. La double discrimination peut être parfois très lourde à porter pour certaines personnes, mais peut aussi renforcer dans leur identité ces personnes-là et en faire des personnes incroyablement fortes, résilientes et positives. Et je m'inclus là-dedans. Bien humblement. Certaines personnes tentent de nous placer dans des boîtes étanches pour mieux nous comprendre. Combien de fois est-ce que je me suis fait dire « Ah, OK, t'es pas vraiment inuit, ton père est blanc. » Ah, OK, donc t'es bispirituel parce que t'es autochtone et bisexuel. Je leur dis que c'est à moi et à moi seule de définir qui je suis. Je suis Inuk et bisexuelle, point à la ligne. Nos sociétés ont vécu de changements drastiques dans la dernière décennie, passant d'un mode de vie semi-nomade à la vie dans des communautés, dans les réserves ou dans les municipalités comme chez nous.
Avec l'arrivée du christianisme, certains peuples autochtones voient d'un très mauvais œil les personnes non hétérosexuelles, alors que dans certaines cultures, les personnes bispirituelles étaient parfois vénérées et respectées. Dans certaines cultures, les personnes LGBTQ2+, étaient des chamans et détenaient de grands pouvoirs, étaient très respectés. Certains aînés de ma communauté ont décrié le possible changement de la politique de mariage de l'Église anglicane, parce que la plupart des Inuits au Canada sont anglicans. Bon, ils ont décrié, c'est ça, le possible changement de politique dans l'Église anglicane qui permettrait le mariage entre personnes de même sexe. Donc, ça a vraiment créé un grand débat assez houleux chez nous. Pourtant, ces personnes sont très dévouées à leur Église et prônent les valeurs chrétiennes. Donc, c'est un peu le paradoxe de tout ça. J'ai moi-même été élevée par une mère très croyante qui m'a dit « God wants you to be with a man » quand je lui ai fait mon coming out. Et c'est un sujet très tabou entre nous. Jamais je n'ai prononcé le mot lesbienne ou bisexuelle en sa présence et elle n'a pas assisté à mon mariage, malgré qu'elle aimait beaucoup mon ex-conjointe et ça a été très difficile pour nous, même si ça faisait quand même déjà 18 ans qu'on était, 8 ans que nous étions ensemble. Je ne sais pas si cette douleur va finir par disparaître un jour, mais je comprends que le mariage gay va à l'encontre de ses valeurs chrétiennes. Donc, il y a vraiment eu il y a vraiment un clash entre la culture traditionnelle et aussi la culture plus coloniale, on pourrait dire, et avec la résurgence de, de, de montrer qui on est aujourd'hui dans la société moderne d'aujourd'hui. Donc, comme vous voyez ici, vous voyez mon arrière-grand-mère à gauche, qui vivait vraiment la vie traditionnelle, habillée avec les peaux et tout ça, et moi à la Fierté Montréal. Donc, on peut comme difficilement s'imaginer qu'on fait partie, ne serait-ce même que de la même famille. Et c'est ça, c'est les changements drastiques qu'on a vécus. Donc, je crois qu'il faut un peu laisser le temps aux choses de se faire tranquillement, même si je voudrais que ça se fasse rapidement. Certains aînés ont nié l'existence carrément de l'homosexualité avant le contact de l'homme blanc. Certains aînés de ma communauté ont vu d'un très mauvais œil la levée du drapeau... Oh, pardon. Ah, OK. Est-ce qu'il va changer tout seul ou non? OK. Certains aînés de ma communauté ont vu d'un très mauvais œil la levée du drapeau gay à l'hôtel de ville en guise de solidarité avec les athlètes LGBT aux Jeux olympiques de Sochi en 2014. Ça aussi, ça a créé un gros débat qui a suivi celui sur le mariage gay. Certains ont même dit que ce n'était pas dans les us et coutumes inuits d'être LGBT. Certaines personnes voient le fait d'être lesbienne, bisexuelle, transgenre ou autre comme étant extérieur au monde inuit ou autochtone et que c'est une importation de la culture coloniale blanche. Ce fait que les Inuits LGBT peuvent se sentir exclus de leur propre communauté et même de leur propre culture. Parce qu'on nous dit, ça ne fait pas partie de toi, ça n'a jamais fait partie de la culture de tes ancêtres, donc ça ne peut pas faire partie de toi aujourd'hui. Un aîné respecté dans ma communauté a dit, je le cite, « People tell me it's not an Inuit custom to be gay ». Et là, je fais la traduction. Les gens me disent que ce n'est pas une coutume inuit d'être gay. Même l'ancienne présidente de notre organisation Inuit territoriale a renchéri en disant, ça c'était assez spécial, The Inuit culture have had no time to discuss same sex. In fact, it was an agenda that was hijacked, donc les mots sont quand même assez forts, and there was the excuse of homophobia, which Inuit should have had time to digest. Donc, on sent clairement que les personnes d'influence voient vraiment, que certaines personnes d'influence voient vraiment l'homosexualité comme un concept blanc qui a été importé avec la colonisation blanche de nos communautés. Ceci étant dit, pour les connaître personnellement, je sais que ces deux personnes sont des chrétiens très pratiquants, donc je ne leur donne aucune crédibilité, même si elles sont d'un certain âge et qu'en principe, je dois respecter mes aînés. Ce que je déplore, c'est que ces personnes en position d'autorité, parce que c'était un conseiller à la municipalité et aussi la présidente de notre organisation qui est là pour défendre le droit des Inuits au Nunavut. Ce que je déplore, c'est qu'elles aient une tribune pour faire du tort aux personnes LGBTQ2+, en laissant libre cours à leurs propres préjugés et à leur propre ignorance. Et ce, même sur la place publique.
On ne connaît pas réellement l'impact que ces deux débats ont eu sur le mariage gay ou aussi sur la levée du drapeau gay en solidarité avec les personnes LGBTQ2+, a eu sur les Inuits. Mais je pense que ça a dû être difficile pour les Inuits qui vivent dans les plus petites communautés d'entendre leurs leaders parler d'eux de cette manière. Même pour moi, qui est forte et fière, ça a été difficile. Donc, j'imagine qu'est-ce que ça a dû être pour ceux qui sont moins privilégiés que moi. Certains Inuits vivent dans de très petites communautés isolées, parfois seulement 250 personnes. Donc, c'est certain que ça ne doit pas être évident de faire son coming out ou de même trouver un partenaire dans ce contexte. Quand tout le village te connaît et que, dans certains cas, tout le village est apparenté, ça ne doit pas être... les cousins et les cousines, il ne doit pas être facile de s'afficher fièrement, dignement et d'avoir une vie sexuelle saine et en accord avec nos désirs. Ceci peut avoir pour effet la migration vers les grands centres. Il est possible d'être plus libre d'être soi-même et de vivre un certain anonymat qui fait vraiment du bien quand on vient d'une petite communauté où tout se sait avant même que ça se passe. Cette migration loin des siens peut amener aussi son lot de difficultés. L'isolement, la perte de culture, la perte de la langue, le racisme qu'on peut vivre dans un contexte au sud. Malheureusement, il y a aussi d'autres aspects négatifs comme la marginalisation, l'itinérance, les problèmes de consommation qui sont souvent en plus élevés dans la communauté LGBT et aussi dans la communauté inuite. Donc, par contre, pour certains, le fait de vivre dans un grand centre comporte de nombreux avantages, comme la liberté d'être soi-même, de vivre une sexualité saine et de vivre en accord avec qui ils sont réellement, comme mentionné précédemment. Donc, ce n'est pas que négatif. Dans les cultures autochtones, la famille a encore une très grande importance. Si par malheur, la personne n'accepte pas la personne LGBTQ2+, ça peut être très difficile et très blessant pour la personne discriminée. On sait à quel point un rejet de la famille peut être difficile dans un contexte non autochtone et je me sens très à l'aise de dire que ça doit être pire et c'est pire dans la culture autochtone parce que la famille représente nos racines, notre culture, notre clan, notre histoire, notre héritage. C'est vraiment vaste qu'est-ce que la famille représente dans le milieu autochtone. Donc, notre identité passe souvent par la famille. C'est pas pour rien que quand tu arrives dans une communauté, la première question que les gens vont te demander, c'est qui ta mère, c'est qui ton père? Et quand on a vécu un rejet de leur part, c'est sûr que ça peut être vraiment très difficile de s'identifier à ces personnes-là plus tard. Donc, aussi, le fait de se déclarer autochtone à un étranger ressemble en tout point à un coming out en tant que personne LGBT. Nous ne savons pas comment la personne va réagir, si elle va nous juger, si elle va nous critiquer, si elle va nous blesser, nous rabaisser, nous juger, nous rejeter. C'est vraiment en tout point pareil pour l'avoir vécu des centaines et des centaines de fois. L'ironie de la chose, c'est que nous naissons LGBT et nous naissons autochtones. Pourtant, ça peut amener de l'incompréhension et des critiques de la part des personnes à qui on se dévoile. Je peux déclarer devant vous aujourd'hui que je vis au Québec beaucoup plus de racisme et de discrimination pour le fait d'être Inuk que d'homophobie. Le fait d'être LGBT n'est plus, dans mon expérience personnelle, le dernier des tabous, mais celui d'être autochtone, oui. Donc, tu en viens à penser que tu es né pour déranger tout le monde dans son confort. J'ai souvent eu l'impression d'être née pour déranger les gens dans leurs croyances, dans leurs idées préconçues et dans leur confort. J'ai souvent eu l'impression d'être née pour être militante, autant pour le droit des Autochtones que pour le droit des personnes LGBTQ2+, pour les familles homoparentales, qui sont les familles LGBTQ2+, parce que j'ai moi-même 2 enfants qui vivent cette réalité-là. Bref, j'ai l'impression d'être née pour défendre les minorités. Je crois que ce n'est pas pour rien que je suis si impliquée en politique, que je suis présidente de mon parti politique et que j'ai été candidate aux élections provinciales d'octobre dernier. La politique me donne aujourd'hui une tribune pour parler de mon vécu, parler de ma réalité, pour sensibiliser la population sur celle-ci, sur la culture autochtone et aussi pour montrer la diversité des vécus autochtones, pour défaire un peu les préjugés. J'ai moi-même dit en entrevue que je me sens comme une poupée russe de minorités imbriquées l'une dans l'autre.
Mes facettes sont diverses et mes luttes le sont par le fait même. Mais je peux dire maintenant que je suis heureuse de porter toutes ces luttes en moi parce qu'elles composent ma réalité et font la personne que je suis aujourd'hui, forte, résiliente et fière. Terminons par un aspect positif du fait d'être une personne autochtone LGBTQ2+, c'est-à-dire la facilité de fonder une famille via l'adoption coutumière autochtone. L'adoption traditionnelle inuit servait à assurer la survie des clans, étant donné la vie très rude qu'on vivait autrefois avec les famines, les déplacements et les maladies. Pour ce faire, les gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants se faisaient donner des enfants par des familles qui n'avaient pas de problème à en avoir. La survie des clans en dépendait. Si on est là aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup en rapport avec l'adoption coutumière. Aujourd'hui, il est relativement facile pour les couples gays dans lesquels une personne, un des partenaires est inuit, de fonder une famille par l'adoption coutumière autochtone, et c'est tant mieux. C'est ainsi que nous avons eu notre premier fils et nous en sommes très reconnaissantes. Mon fils nous a été donné par ma cousine qu'on voit à gauche. C'est pas mon ex-conjointe, c'est ma cousine. Et avec mon garçon. Il a maintenant 8 ans. Il connaît sa réalité, il sait qu'il y a 3 mamans. Moi, mon ex-conjointe et ma cousine. Une maman biologique et 2 enfants et 2 mamans qui l'élèvent. Ce n'est pas tabou dans notre vie, ni une honte pour mon fils. On en parle à tous les jours, c'est notre réalité. Mon fils vit très bien avec cette réalité et nous lui disons qu'il est le plus beau cadeau que la vie nous ait jamais donné. Mon ex-conjointe a été enceinte de notre 2e enfant qui est plus blanc que blanc, comme vous avez vu sur la première slide. Mais c'est impossible de trouver 2 frères plus proches l'un de l'autre. Nous avons formé une famille arc-en-ciel, c'est vraiment le cas de le dire, étant donné que mon ex-conjointe est blanche. Étant donné que nous sommes tellement très peu de personnes out et inuit ou out et autochtones, j'ai eu de belles occasions qui se sont offertes à moi. Par exemple, en 2016, j'ai été coprésidente d'honneur avec une belle brochette de personnes ici que vous voyez. Et là, j'ai vraiment pu parler du fait d'être autochtone et bisexuelle. Ça a été une expérience extraordinaire d'une semaine qui est complètement marquante dans ma vie et qui contribue encore plus à la fierté que j'ai à tous les jours. J'ai aussi eu la chance d'aller en Inde, à Mumbai, en 2017, pour assister au Kashish Queer Film Festival. Et on me voit ici avec une personnalité très connue. J'ai donné un prix à le seul Maharaja qui est out dans tout l'Inde. Et donc, ça amène vraiment des belles opportunités. Pour ça, j'en suis très reconnaissante. Si vous voulez en savoir plus sur l'homosexualité chez les Inuits, je vous recommande le film Two Soft Things, Two Hard Things. Vous pouvez le visionner sur Vimeo. Et là, on va le regarder ensemble, le trailer. Shame. People were made to feel less than and unimportant. Isolation and losing community are sentiments that LGBTQ have throughout their life anyway. And double that with loss of cultural identity, it's extremely difficult and painful, I think, for a lot of people. I have people in my life that I love very much who are gay. And could never tell anybody. I knew that if I didn't leave, I was gonna die there. I chose to be homeless in Ottawa opposed to going back home, because I just felt like it was the only way that I would be able to survive. One of the things we kept hearing from politicians was the elders don't like this. This is something that has come up from the South. There's never been homosexuality in Nunavut. This is something brand new. There is a hidden history there around familial relations, sexuality, and ways of being in Inuit society that aren't being necessarily spoken about openly. There's actually words for gay and lesbian that elders have shared. Like the translation was lesbian was 2 soft things rubbing against each other, and then the men was 2 hard things rubbing against each other. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi il s'appelle Two Soft Things, Two Hard Things.
Et en passant, celle avec les cheveux bleus, c'était ma cousine. Quand on dit que c'est des petits endroits, là. Donc, je voudrais vous lire un texte que j'ai écrit il y a quelques années qui traite justement de la double discrimination vécue par les Autochtones qui sont aussi LGBTQ+. Donc, mon texte s'intitule « Fierté ». Je n'accepte pas qu'on m'enlève ma fierté, ni ma fierté d'avoir la peau brune et les yeux en amande, ni celle d'aimer une autre femme. Ma fierté, je suis la seule responsable de la préserver. Beaucoup de gens autour de moi veulent me rabaisser, me dire que je ne suis pas correcte. Ils veulent que je fasse ce qu'ils considèrent correct. Avoir l'air d'une Barbie et d'aimer Ken, voilà un modèle réducteur de la beauté et de la diversité de la vie. Est-ce qu'il y a seulement un moule correct dans tout le monde? Tous les autres moules ne sont pas acceptables et mènent donc à une vie de chagrin, de tristesse, de honte. Honte de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Honte de ne pas être fabriqué dans le bon moule. Il y a des moules qui naissent de documents soi-disant légitimes comme la Bible ou le Coran. Il y en a d'autres qui naissent du racisme et de la peur de l'autre. Mais moi, je sais que je suis parfaite comme je suis. J'essaie de vivre ma vie dans la bonté et l'acceptation de l'autre. Est-ce si difficile pour les autres d'en faire autant? Évidemment que c'est trop difficile s'ils continuent de dénigrer mon bonheur quotidien et de me faire sentir mal d'aimer un autre être humain. Donc, j'étais peut-être un peu plus pleine d'animosité à ce moment-là qu'aujourd'hui, mais je voulais vous lire le texte quand même. Donc, en conclusion, je pense à et je rends hommage aux personnes LGBT qui m'ont précédée et qui ont pu vivre leur vie en secret pour que je puisse clamer aujourd'hui haut et fort devant vous que nous sommes là, que nous existons, que nous méritons tout l'amour et le respect du monde. Je rends aussi hommage à tous les Autochtones LGBT qui viendront après moi. Vivez librement, soyez heureux et fiers de qui vous êtes. Ruyanamik, merci. Thank you. Bonne journée.